Salut à tous, c'est Borichon, on se retrouve pour l'analyse de la 25e journée et avant-dernière du top 14. Le premier match de samedi, c'était l'ASM qui recevait le Stade Français. Donc c'est clairement un match qui s'est déroulé en demi-temps. D'abord, on a vu des Parisiens qui étaient plutôt là dans l'engagement, sans faire grand-chose, sans faire de miracle, mais bon, ils étaient présents et franchement, ils perturbaient beaucoup les Clermontois. A l'inverse, Clermont était clairement absent du combat, même ils ont fait beaucoup d'erreurs techniques qui ont amené à des points marqués par le Stade Français, je pense notamment à l'essai de Marchante. Et en seconde période, le match était tout autre. L'ASM s'est réveillé et a commencé à beaucoup plus déployer son jeu vers les lignes arrières, et c'est ce qui a fonctionné. On a vu un Clermont qui a été excellent, comme ils sont capables de le faire, seulement par intermittence, comme depuis le début de la saison. Et d'ailleurs, globalement, je trouve que ce match, il résume assez bien la saison des deux équipes. On a d'un côté un Clermont qui est capable du meilleur comme du pire, et de l'autre, le Stade Français qui est hyper irrégulier aussi, mais dans un autre domaine, c'est-à-dire que ils sont capables de faire une première mi-temps de très haut standing, et après de s'écrouler complètement pour prendre une énorme branlée et perdre les matchs. C'est notamment la deuxième fois que ça arrive après la rouste qu'ils avaient pris à Montpellier alors qu'ils devaient gagner le match. On continue avec le multiplex et d'abord Castres qui recevait Bayonne. Ce qui est bizarre, franchement après avoir fini le match, à la fois j'ai trouvé le score plutôt logique parce que globalement Castres a dominé et Bayonne n'a pas été non plus très fort, mais je l'ai trouvé quand même lourd ce score. Je pense que il reflète pas non plus totalement ce que j'ai vu. Mais en fait, c'est peut-être un peu biaisé parce que Bayonne a eu pas mal de possessions, mine de rien. Et dans le combat, ils étaient plutôt présents. C'est juste qu'après, ils ont fait beaucoup de fautes. Ils ont fait beaucoup de fautes, beaucoup de pénalités. Et ils ont aussi fait beaucoup d'en avant. Donc forcément, impossible de déployer du jeu et d'être efficace pour marquer, quoi. Mais en même temps, comme ils ont eu beaucoup de possessions, j'ai l'impression que c'était un match plutôt équilibré. Mais en fait, non, quoi. Parce que, pour ce que j'ai dit, et parce que Castres étaient au-dessus dans le combat. Déjà, ils se sont créés beaucoup plus de situations que les Bayonnais. Les Bayonnais, il n'y en a eu que deux, et c'est deux essais refusés, à Rouette et à Capilla. Alors que Castres, il y a eu quand même plusieurs occasions, déjà les 4 essais, et puis je me sens plus vraiment, mais il me semble qu'il y a eu quand même plus d'actions dangereuses de la part des Castrés. Et puis en conquête, c'est clairement eux qui ont dominé, surtout en mêlée fermée, et ça, je m'y attendais pas forcément. Et donc, globalement, en fait, ce match, le score, il me choque pas non plus, même si j'ai l'impression qu'il est lourd, il me choque pas non plus, le bonus offensif, il est totalement mérité au vu du match. Et franchement, ça promet pour cette dernière journée entre ces deux équipes, La Rochelle et Clermont, pour la lutte pour le top 6. Et le seul point noir de Castres sur ce match, c'est que Dumora n'est pas marqué, alors qu'il y a eu quand même 3 occasions pour lui de marquer, dont une qui amène à l'essai de Huleux en première période. C'est dommage, mais bon, il a quand même fait un match plutôt solide pour sa dernière. On continue avec Vannes qui recevait la section paloise. Vannes s'essouffle et malheureusement face à une équipe paloise qui est en train de monter en puissance petit à petit, c'était trop dur. Ça s'est senti quand même sur le match que, comme à son habitude, le groupe Vanté voulait bien faire, voulait bien terminer la saison à domicile, mais malheureusement, comme je le dis, en face, t'as Pau qui augmente son niveau de jeu, je pense un peu trop tard d'ailleurs, en cette fin de saison, et qui, avec les cannes qu'ils ont derrière et la jeunesse qu'il y a dans cet effectif, ils ont décidé de tout jouer parce qu'ils peuvent se le permettre en fait. Déjà parce que on est en fin de saison, mine de rien, il y a une qualif à aller chercher, mais on va dire qu'il y a plus trop de pression pour les Palois, donc c'est que du bonus, donc autant jouer, et ils ont raison. Et surtout parce que avec toute cette jeunesse, ils ont la caisse, ils peuvent se le permettre. Et ce choix de jouer tous les ballons, d'amener un maximum de vitesse dans le jeu, il a été hyper payant, parce qu'au final ils marquent 52 points, ils repartent avec le bonus offensif, même si ils ont failli le perdre, attention quand même. Et malgré tout, je pense que c'est regrettable pour la section de commencer à élever son niveau de jeu aussi tard dans la saison, parce que je pense qu'il y avait une qualif à aller chercher, et quand on voit une équipe paloise qui joue comme ça, de manière aussi libérée, aussi vite et aussi efficacement, je pense que on pouvait légitimement les voir dans le top 6, mais même si c'est encore possible, malheureusement, la marche est trop haute cette fois-ci. Après, on a eu un match entre le Racing et Montpellier. C'était deux équipes qui avaient plus rien à jouer dans tous les cas. Et c'était un match assez équilibré et indécis jusqu'à la fin. On a eu plusieurs périodes de temps forts. D'abord, les 40 premières minutes, elles sont plutôt à l'avantage du Racing. Après, il s'essouffle un petit peu cet avantage. Et t'as Montpellier qui revient dans la rencontre jusqu'à, on va dire, la 70-75e. Et en fin de match, c'était 50-50. Franchement, c'était très serré à la fin et ça aurait pu tourner d'un côté ou de l'autre. En première mi-temps, les deux équipes elles s'étaient accordées pour jouer debout et tenter des coups, notamment avec cette pelouse de l'Arena qui est propice à ce jeu de vitesse, à ce jeu de 3/4 globalement. Les deux équipes ont tenté. Mais Montpellier, voyant que ça n'a pas trop marché, ils ont du coup simplifié leur jeu en seconde période, d'autant plus qu'ils étaient à 14 suite au carton rouge de Billy Vunipola. Là, donc ils ont fait un jeu plus restrictif, un jeu plus d'avant, qui a été payant mine de rien, parce que y a 2 essais en seconde période qui viennent de
de ce style de jeu, à savoir celui de Tolène et celui d'Akrab. Et aussi, ils ont utilisé beaucoup plus le jeu au pied d'occupation, de pression que le Racing, ce qui leur a permis d'aller beaucoup plus souvent dans le camp du Racing et donc forcément de marquer. Le Racing, malheureusement, il termine mal à la maison. Ils ont un dernier match à Lyon qui va valoir pour du beurre parce que franchement, je pense qu'aucune des deux équipes n'aura la possibilité de jouer en Champions Cup l'an prochain. Et je suis un peu déçu pour Chavancy qui perde pour son dernier match à domicile, mais je suis à la fois content qu'il ait pu marquer dans ce match. Enfin, le dernier match du multi, c'était La Rochelle qui recevait Perpignan. Bon, c'était un match où globalement La Rochelle, ils ont pas trop forcé, je les ai pas sortis en panique, ils étaient au-dessus, ils ont pas fait un match exceptionnel non plus, mais ils ont assuré la victoire avec le bonus. Perpignan, à part le combat et l'état d'esprit qui est toujours là, mais franchement, je sais pas où est-ce qu'ils veulent aller. Ça marque pas, il y a très peu d'actions dangereuses, il y a très peu de jeux au pied aussi qui permettent d'aller occuper. La conquête est pas forcément hyper bonne. Franchement, Perpignan, je pense qu'ils peuvent dire merci à Vannes d'être quasiment condamné en Pro D2, parce que sinon, c'est pas fort quoi. Et là, sur ce match, il n'y a vraiment pas grand chose à retenir à part peut-être l'état d'esprit, mais ça, l'état d'esprit, ils l'ont toujours eu. Alors que La Rochelle, comme je disais, ils ont pas eu à forcer, ils ont juste une conquête qui était meilleure, ou notamment en mêlée, ils ont explosé la mêlée catalane, et à la fin, ils ont activé un mode un petit peu rouleau compresseur pour aller chercher des essais pour le bonus offensif et se rapprocher un petit peu plus de la qualification. Et d'ailleurs, pareil, je suis content que Kerbarlo et Dulin aient fait un bon match face à Perpignan et que Kerbarlo ait pu marquer un doublé pour sa dernière à De Flandre. Le dimanche, c'était d'abord Toulouse qui recevait Lyon dans l'après-midi. Bon, c'était clairement un match pas très intéressant parce que t'avais une équipe qui était au-dessus et une autre qui avait plus rien à jouer. Les Toulousains, juste, ils ont répété leur gamme sans forcément se rassurer parce que ça a été beaucoup répété par les commentateurs durant le match. Oui, il manquait un petit peu de fluidité, mais en fait, c'est pas grave dans un match comme celui-là parce que c'était juste là pour travailler avant des phases finales, avant une demi qui va arriver d'ici 3 semaines. Donc, au final, Toulouse fait un match correct. Avec le bonus, il marque quand même 43 points à cette équipe de Lyon. Donc, ça suffit. Mais bon, ils semblent quand même moins en confiance, les Toulousains, que les autres saisons. Là, forcément, ils ont perdu en demi de Champions Cup. On les sent un petit peu plus fatigués aussi. Forcément, c'est le contre-coup aussi de la saison dernière qui, entre la Coupe du Monde et le doublé qu'ils font, a été dur pour les organismes. Et c'est tout à fait normal de les sentir moins frais physiquement. Mais ça reste quand même Toulouse et ça peut être clairement le champion encore cette année. Pour Lyon, un petit mot quand même. Là, il n'y a rien à redire dans ce match. De toute façon, la saison, elle est finie parce que ils se qualifieront pas. Donc, il faut bien finir face au Racing, histoire de dire au revoir à ceux qui partent, quoi. Enfin, le dernier match, c'était le néo-champion d'Europe, l'UBB, qui se déplaçait à Toulon. Bon, Toulon regagne à domicile, parce que on se souvient que le dernier match à domicile, c'était au Vélodrome, face à Toulouse, ils en avaient pris 50. Donc c'est bien, mais je pense pas qu'ils se rassurent pour autant. Ça se voit que les Toulonnais, ils sont dans une espèce de petite crise. Le mot est un peu fort, mais c'est pour que vous ayez l'idée. Surtout au niveau de la confiance, parce que sur le match, il n'y a rien à dire. Ils ont dominé, mais ils doivent aller chercher un bonus en fait. Ils doivent, et je pense que c'est une petite désillusion, enfin en tout cas c'est une déception de ne pas aller le chercher, parce qu'en plus il y avait les occasions, il y a eu beaucoup d'en avant, alors qu'il y avait de l'avancée de la part des Toulonnais, beaucoup d'occasions d'aller marquer. J'ai notamment une action avec Jaminet qui fait un en avant à 5 mètres de la ligne à 10 minutes de la fin. Enfin, c'est pas normal. Le Toulon d'il y a quelques mois aurait mis en fait ses essais à la fin et serait allé chercher un point de bonus offensif qui pour le top 2 est primordial. Surtout qu'en face, l'UBB avait fait plus ou moins tourner et l'UBB l'avait revendiqué qu'il n'y avait pas forcément un objectif de victoire. L'objectif c'était de contenir les Toulonnais pour qu'ils n'aillent justement pas aller chercher ce bonus offensif. C'était un pari de la part de Yannick Bru, mais en même temps c'est normal vu qu'ils ont une saison à rallonge avec la Coupe d'Europe et ce titre à la fin. Ils ont eu une semaine du coup agitée parce que la fête de la Coupe d'Europe. Donc l'objectif était minime comparé à ce que l'UBB peut faire à plein régime. Mais c'est un pari qui a été gagné par Yannick Bru face à Pierre Midoni. Et au final, c'est Toulon qui sort un petit peu con de cette histoire parce que je pense pas que Toulon puisse aller chercher le top 2 maintenant, avec un déplacement périlleux à Bayonne qui n'a jamais perdu à domicile, qui doit assurer sa place dans le top 6 et qui doit surtout assurer un barrage à domicile. Les Toulonnais, pour moi, là, faut dire adieu au top 2, il faut commencer à préparer le barrage. Enfin bref, on passe au top et au flop. En top, je vais commencer par l'évidence Baptiste Jonot. Franchement, il a fait une deuxième mi-temps exceptionnelle. Je pense que vous avez tous vu la stat des 5 passes décisives et surtout dans tous les registres. Petit jeu au pied rasant, passe tendue, 1-2 avec Sowakula. Enfin, il a fait plein de trucs et il est exceptionnel. Quand Jonot va,
Clermont va. J'ai continué avec Nathanaël Huleux. C'est une saison galère pour lui, il a joué beaucoup moins que la saison précédente, il a marqué beaucoup moins aussi, et là il s'offre un doublé, et puis globalement je l'ai senti très incisif, très revanchard aussi de ne pas avoir beaucoup joué, et donc pour la dernière domicile, de se faire plaisir, et d'aller chercher une place dans le groupe pour les matchs de barrage. Et enfin le dernier top, c'est Emilien Gailleton. Là sur ce match, il a eu clairement un niveau international. En défense, j'ai trouvé excellent, il y a quasiment rien qui est passé sur lui, très belle communication avec Bro Boarit sur l'ensemble du match. En attaque, il fait partie de ces joueurs qui permettent à Pau de jouer beaucoup sur les trois quarts, avec beaucoup de vitesse, parce qu'il lui aussi met beaucoup de vitesse, il est très incisif, et il est récompensé par 2 essais. En flop, maintenant, je vais parler de Billy Vunipola, parce que c'est un geste, on le sait que maintenant les prises crocodiles, les croc-rolls sont interdits, et ça peut être très dangereux. Palu, il ne se blesse pas sur l'action, et tant mieux pour lui, mais il aurait pu blesser Palu très gravement, donc c'est une action débile. Je vais continuer avec Thomas Lavanini, parce que, en fait... C'est le tarif maison, un jaune, hyper pénalisé, comme tout le temps en fait. Et puis globalement, pas bon défense aussi, je crois qu'il fait que 6 sur 11 au plaquage. Enfin le dernier flop, c'est un flop relatif, parce que je n'en ai pas forcément d'autres. C'est Zachary Afan, parce que il s'est fait vraiment bousculer en mêlée tout au long de sa rencontre. Et c'est pas pour rien que Big Ben revient à la fin pour stabiliser la mêlée. Mais bon, il faut qu'il apprenne, il est jeune. Et là, son transfert à Brive l'an prochain, ça va lui permettre de s'aguerrir en Pro D2 parce que là-bas, on sait très bien que le jeu d'avant est primordial, donc pour lui, ça va être parfait. Pour ce qui est du classement, comme je le disais, Toulon, pour moi, il faut qu'ils abandonnent le top 2 parce que ce sera pas possible et qu'ils préparent tranquillement le barrage. On a une lutte de fou furieux pour le top 6 entre La Rochelle, Castres, Clermont et même Bayonne qui est pas forcément sur les 30 top 6. Enfin franchement la dernière journée elle va être épique. Et en bas ça semble fait pour Vannes, même si c'est pas impossible qu'il gagne avec bonus à l'UBB, mais ça semble fait. Et Perpignan ou le Stade Français 13e, on verra. Pour ce qui est des pronos du multiplex, alors on a d'abord Bayonne-Toulon. Comme je l'ai dit, je pense pas que Bayonne perd face à Toulon et je l'ai déjà expliqué plus tôt dans la vidéo. Après, on a Montpellier qui reçoit Clermont, victoire impérative pour les Clermontois s'ils veulent se qualifier. Ça dépend pas que de eux. Mais en tout cas, il faut qu'il gagne absolument. Il joue à Montpellier qui veut bien terminer sa saison à domicile. Et je pense quand même que Clermont va le faire. Va aller gagner, même si pour moi, ce sera trop court pour se qualifier. Perpignan reçoit le Stade Toulousain. Et franchement, je vois pas Perpignan gagner parce que il me rassure pas du tout. Et je pense que Toulouse va aller gagner à Perpignan pour eux, à l'inverse, se rassurer encore une fois avant la demi-finale. Castres se déplace au Stade Français. Et pareil, je vois Castres aller gagner au Stade Français. Face à un Stade Français qui... franchement est un peu triste, mais qui devrait rester 12e avec la défaite de Perpignan selon moi. Pau face à La Rochelle, c'est un match qui va compter aussi pour le top 6, même si Pau pour moi c'est trop dur d'y accéder. Je vois les Palois terminer fort et gagner face à La Rochelle d'une courte tête, de 1, 2, 3 points maximum, avec un bonus pour La Rochelle. L'UBB reçoit Vannes, je pense que l'UBB va gagner Vannes sans forcément prendre un bonus offensif, mais juste histoire de dire au revoir à ceux qui partent, et que Vannes va jouer jusqu'au bout comme ils ont toujours fait dans ce championnat, et essayer de gagner même si ça sera trop court. Et enfin, Lyon Racing, un match sans grands enjeux, je pense que Lyon va gagner à domicile. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, m'écrire un commentaire et mettre un pouce bleu. C'est des petits gestes qui m'aident. On arrive au dénouement de cette saison du top 14 avec donc le multiplex qui arrive ce samedi soir. C'était Bourrichon. Ciao ciao.